Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il fait une chaleur terrible, fournaise, en cet été 37. En Espagne, on est en pleine guerre civile, bien entendu, près d'une église désaffectée. Vous avez un petit groupe assez hétéroclite de sympathisants communistes qui sont là en train de boire une cerveza. On loge comme on peut dans des auberges de fortune ou dans cette église qu'on a transformée en dortoir. Tous ces aviateurs, car il s'agit bien d'aviateurs, appartiennent à l'escadrille España, avec se détachant du groupe, un homme à la mèche rebelle. Vous le reconnaissez déjà avec sa cigarette aux lèvres, c'est André Malraux. Il est à l'aise au milieu de ces aviateurs et il aime ces moments de fraternité. Il parle beaucoup, ça évidemment. On le voit se lancer de temps en temps dans des espèces d'imitations incroyables. Alors, il porte l'uniforme d'une façon qui n'est pas tout à fait orthodoxe, mais quand même, toujours la cravate, toujours très élégant, même sous la combinaison d'aviateur qu'il lui arrive de troquer une fois revenu sur la terre ferme contre un long manteau ou une veste de cuir. Il joigne sa mise, mais pour autant, il n'a pas l'intention de passer pour un officier. D'ailleurs, on ne l'appelle pas colonel, malgré le titre, le grade que lui a octroyé la République espagnole. Ces mercenaires bien payés, nourris par la République, sont un petit peu turbulents, il faut le dire, mais ils obéissent au doigt et à l'œil. Il faut dire que Malraux est un orateur au pouvoir, on pourrait presque dire, hypnotique. C'est l'homme qui sait prendre un auditoire comme une vague recouvre la plage, écrit Olivier Todd. Il n'a pas besoin d'imposer une quelconque discipline. La seule punition dans l'escadrille d'André Malraux, c'est le renvoi au pays d'origine. Il a très bien compris, Malraux, il n'est pas le seul, me direz-vous, que dans le contexte de cette guerre civile, seuls des étrangers peuvent intervenir sans courir le risque d'une défection, d'une trahison. Et l'escadrille España, est donc devenue une escadrille de volontaires. Julien Seigneur, qui était le lieutenant de Malraux, va solliciter auprès du ministère de l'Air qu'on rebaptise l'escadrille España escadrille André Malraux. Pour tout vous dire, André Malraux lui-même ne l'apprendra que bien plus tard. Les appareils, néanmoins, sont peu à peu, l'un après l'autre, abattus par les chasseurs d'Hitler et par les bombardiers de Mussolini. Malraux et son escadrille, en luttant avec les républicains et avec les communistes espagnols, ont le sentiment de défendre des valeurs universelles. Le gouvernement français officiellement n'intervient pas. Vous savez, le gouvernement du Front populaire, il refuse de livrer des armes à la République espagnole, mais la vérité, c'est qu'il soutient de façon officieuse, puisqu'il faut soutenir ce qu'on appelle le monde libre. Il s'agit de lutter contre ces pays fascistes qui sont en train de prendre peu à peu possession de l'Europe. Malraux, qui a été promu ministre officieux de la propagande et des relations extérieures du gouvernement républicain, va s'envoler au mois de mars 1937 pour les États-Unis. Et il veut, aux États-Unis, mettre toutes les chances du côté de la République espagnole. On récolte des fonds au profit de l'aide médicale espagnole. Et en 5 semaines de meeting, il ne s'économise pas, c'est le moins qu'on puisse dire, il va aller faire connaître cette cause républicaine dans toutes les grandes villes d'Amérique, de Washington à Philadelphie, de New York à San Francisco. Malraux s'est trouvé les mots qui vont toucher la grande Amérique, l'ardeur, bien entendu, malgré les difficultés de la traduction, les analyses politiques, la narration des prouesses des combattants républicains. Bref, quand il rentre, il va, pendant un déplacement à Valence, rencontrer le président Azaña, le président du gouvernement provisoire de la République espagnole, et lui remettre des dizaines de milliers de dollars. Déjà, entre deux voyages, il travaille à sa nouvelle œuvre. Il la porte, elle est en gestation, si je puis dire. Cette œuvre, ce sera l'espoir. Et quand Gallimard publie ce texte, on est en décembre 1937, les républicains espagnols viennent de perdre la bataille décisive de Teruel. Moins de 2 ans plus tard, le 28 mars 1939, les nationalistes entreront à Madrid. Et là, on pourra dire que Franco aura définitivement gagné la partie. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ce qu'il aurait peut-être fallu vous dire, c'est que Malraux est déjà un écrivain très connu à cette époque-là, hein. Il a eu le prix Goncourt en 1933 pour La condition humaine, évidemment. Il est devenu un peu l'homme qui se bat contre le fascisme. En 1934, il a adhéré au comité de vigilance des intellectuels antifascistes qui vient d'être créé. Il participe aussi à la fondation de la Ligue mondiale contre l'antisémitisme. Quel était, disons, en 1934, notre sentiment à tous, dira-t-il dans une interview qu'il accorde au Spiegel en octobre 68. Quel était ce sentiment? Nous étions avant tout des antifascistes. Et nous nous étions mis spontanément au service du pays qui défendait notre cause, l'Union soviétique. Il s'agit bien sûr de la première époque, celle qui précède les procès de Moscou. Nous n'étions pas du tout persuadés que dans une guerre contre Hitler et l'Union soviétique, celle-ci serait victorieuse. Il s'agissait donc de défendre quelque chose d'extraordinairement concret. En juin 1935, avec André Gide, il va être le participant français le plus en vue au Congrès international des écrivains pour la défense de la culture au Palais de la Mutualité à Paris. Et dans ses discours, on le voit condamner constamment le fascisme, reprenant des fragments d'articles publiés dans les revues Communes et Russie d'aujourd'hui. Il affirme que le communisme partage les valeurs fondamentales de la démocratie, même s'il fait de la réalisation concrète de la justice économique la condition de la liberté politique. Malraux exprime par la suite sa volonté de se concentrer sur le problème espagnol en laissant de côté la question des procès de Moscou. Vous allez me dire que c'est pratique. On est là entre août 36 et mars 38, les grands procès de Moscou. On commence à en parler, bien sûr, notamment dans la presse française. Et l'ordre des priorités qu'il a défini de sa lutte contre le fascisme lui interdit pour le moment de se montrer critique envers ce qui se passe là-bas, chez le grand allié soviétique. Son but, c'est de magnifier le communisme à lui, et dans cet éloge du communisme, de mettre en avant le sursaut de la dignité humaine contre l'oppression sociale. C'est donc une version, on va dire, assez idéalisée, assez théorique même du communisme qu'il défend à ce moment-là. Et c'est dans ce contexte qu'a lieu donc cette démarche qu'il entreprend auprès de Gide pour qu'il sursoit à la publication de Retour de l'URSS. C'est ce livre où Gide livre un témoignage incroyable de vérité et donc de courage sur la réalité soviétique. Dans l'esprit de Malraux, il ne faut pas donner d'armes, il ne faut pas donner d'arguments à l'adversaire. C'est la réelle politique, mais la réelle politique au service du communisme. Il n'y a pas loin du radicalisme de ses engagements au manichéisme. Et voilà ce qu'on lit dans L'Espoir, hein. Et donc ce livre sur l'engagement en Espagne, L'Espoir. Le grand intellectuel est l'homme de la nuance, du degré, de la qualité, de la vérité en soi, de la complexité. Il est par définition et par essence anti-manichéen, dit André Malraux. Or, les moyens d'action, eux, sont manichéens, parce que toute action est manichéenne. Tout vrai révolutionnaire est un manichéen né et tout vrai politique. Alors, la première fois que Malraux se rend en Espagne, c'est à l'invitation de son ami José Berriamin, qui est un chrétien, certes pro-communiste. Et il doit composer entre la sanguine Clara, son épouse officielle, et la douce Josette Clotis, qui est sa nouvelle maîtresse. Malraux se rend à Madrid au milieu du mois de mai 1936 en compagnie de délégués de l'Association internationale pour la défense de la culture, nous dit Sophie Doudet, sa biographe. Sur le plan personnel, la situation d'André est un peu délicate, puisqu'alors que Clara l'accompagne officiellement, Josette Clotis s'y rend aussi par ses propres moyens et se morfond à l'hôtel en attendant les rares visites de son célèbre amant. Si celui-ci ne semble pas être gêné outre mesure par cette comédie courtelinesque, c'est parce qu'elle joue en sa faveur. De toute façon, il n'a guère le temps d'y réfléchir posément, tant son séjour est passionnant. Il va être à pied d'œuvre dès le 8 août à Barajas, l'aérodrome de Madrid. Il a obtenu le droit de former et de commander donc 7 escadrilles de combattants étrangers, qui va donc s'appeler l'España. Quand on parle d'escadrille España, il faut bien avoir en tête les proportions. Jamais Malraux et les siens n'eurent à la fois en vol plus de 6 appareils, nous dit Jean Lacouture. Jamais ils ne purent compter sur plus de 9 avions en état de marche. Vous voyez, le mot escadrille porte bien son nom.
Le gouvernement espagnol lui octroie donc ce grade de colonel. On est en droit de se demander comment Malraux a pu s'improviser, sinon stratège, en tout cas tacticien militaire, lui qui ne connaît rien de l'aviation, qui ne sait même pas conduire une voiture à l'époque. Ses amis écrivains oscillent entre admiration et réticence. À l'entendre, dit Gide, on y est moins possédé par l'espoir de vaincre que par la certitude et presque la volonté de mourir héroïquement. Je pense que ce sens du sacrifice n'est d'ailleurs pas à négliger. Bref. Clara hésite entre la fascination que son mari continue d'exercer sur elle et un sens des réalités qui est rendu plus amer par la conviction d'être trompée, de ne plus être la seule aimée. C'est plus un mystère pour personne puisque André supporte de moins en moins leurs scènes et ce regard ironique qu'elle a et qui a tendance à juger cette personnalité trop libre. Elle lui rappelle constamment, Clara, qu'après tout, il n'est ni technicien ni pilote. Elle devient peut-être d'autant plus ironique qu'elle sent qu'il lui échappe. Et que ce qui se joue là, c'est une histoire d'hommes voués au sacrifice. Le ton monte d'ailleurs souvent entre eux, et elle va être renvoyée à Paris après qu'André, furieux, aura appris qu'elle a eu une aventure avec un pilote de l'escadrille. D'ailleurs, il est question de divorce à ce moment-là. On voit donc l'écrivain combattant participer à pas moins de 65 missions aériennes. Il prend part au combat contre les troupes franquistes, en particulier à Tolède, à Madrid, à Guadalajara, à évidemment Teruel. Il laisse le rôle de chef opérationnel à Abel Guides, qui lui a été proposé par le cabinet de Pierre Cotte, du ministre de l'Air, et participe, lui, au bombardement à Medellín lors de la campagne du Tage. Le 1er septembre 1936, son escadrille inflige des dégâts au champ d'aviation clandestin franquiste d'Olmedo. En février 1937, il est encore dans une mission sur Malaga. Malraux a-t-il risqué plus que de raison la vie de ses compagnons ? Vous savez que la question a été posée, et c'est vrai que on peut se la poser la question, mais si vous regardez les compagnons en question, c'était des vrais casse-cous. Lui-même a été blessé 2 fois en mission, il a fait preuve d'un grand courage, et en France, inutile de vous dire que la presse de droite se déchaîne littéralement contre lui. Mais le plus étonnant, c'est que c'est du côté des communistes que vont venir les critiques les plus acerbes. Une amie de Gide, qui s'appelle Marie van Rysselbergh, résume assez bien la situation. Malraux est très actif, très populaire. Au commencement, il a rendu de très grands et réels services. Mais la direction espagnole trouve son autorité, son intervention un peu mortifiante pour son amour-propre. Et les Russes s'en méfient parce qu'avec son escadrille de mercenaires, créée et rassemblée par lui, il est trop indépendant. Pendant la traversée qu'il a faite vers l'Amérique, sur le Normandie s'il vous plaît, Malraux a commencé à écrire l'espoir. Il faut l'imaginer rédigeant de cette écriture fine, de grandes scènes séparées les unes des autres, et il se dit qu'il prendra tout ça et qu'il le montera plus tard. Alors, il ne faut pas aller chercher trop d'incarnation et de description dans l'espoir. Ce sont surtout des grandes réflexions philosophiques, ce sont des analyses politiques. Les personnages ne sont pas incarnés comme dans le célèbre roman Pour qui sonne le glas d'Hemingway, bien entendu. À gauche, on reproche d'ailleurs ce manque d'incarnation. À droite, on critique l'écrivain, on dit qu'il a fait de la propagande et on met même en doute la vérité de ce qu'il raconte. Aux yeux du romancier, en tout cas, nous dit Sophie Doudet, l'espoir restera sa meilleure œuvre, celle où l'action et l'intelligence ne font qu'un, celle où la vie rêvée et la vie vécue fusionnent, avec des passages qu'il faut citer. Le contraire d'être vexé, c'est la fraternité, écrit-il, par exemple. Ce sont des aphorismes étonnants. La tragédie de la mort est en ceci qu'elle transforme la vie en destin. C'est pas faux. On ne découvre qu'une seule fois la guerre, mais on découvre plusieurs fois la vie. Transformer en conscience une expérience aussi large que possible, mon bon ami, écrit-il. Et puis il y a des scènes lyriques. Les hommes unis à la fois par l'espoir et par l'action accèdent comme les hommes unis par l'amour à des domaines auxquels ils n'accéderaient pas seuls. L'ensemble de cette escadrille est plus noble que presque tous ceux qui la composent. Quand même, il faudra attendre 78 pour que... Donc, Malraux est mort en 76, donc 2 ans après sa mort,
pour que le roman soit traduit en espagnol, édité là-bas à Madrid. Inutile de vous dire que du temps de Franco, c'était totalement interdit, et le volume sera chaleureusement accueilli par la presse espagnole. La participation généreuse de Malraux à la guerre civile, sa foi dans la démocratie, dans la liberté, pourront enfin être évoquées après 40 ans de silence imposé par la dictature. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au printemps 1938, le gouvernement espagnol propose à Malraux d'écrire le scénario d'un film, et de s'occuper d'ailleurs de la réalisation, un film destiné à sensibiliser l'opinion publique étrangère à la cause républicaine. Le gouvernement finance tout ça et Malraux va écrire le scénario à partir de la 3e partie de L'Espoir. On commence le tournage en juin 1938 en Catalogne. Ce sera la seule expérience qu'il avait eue jusqu'ici, c'était sa collaboration avec Eisenstein en 1934 dans l'adaptation de La condition humaine, qui ne verra jamais le jour d'ailleurs. Bon. Son film espagnol montre que Malraux a beaucoup appris d'Eisenstein. Et finalement, les producteurs diffuseront ce film sous le titre Espoir Sierra de Teruel. Le but, c'est d'essayer de profiter du succès commercial d'Espoir. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le titre. Bon. Projeté en juillet 1939 sur les Champs-Élysées, le film juste avant le début de la guerre, donc de la Seconde Guerre mondiale. Il y a dans la salle le président Juan Negrin, qui à l'époque est exilé évidemment, et puis on diffusera également le film dans un cinéma des grands boulevards. Il n'aura pas le temps d'être vraiment commercialisé, puisque la guerre puis la censure interdiront la diffusion de ce film. Dans le public, on trouve des gens comme Roger Martin Dugard, ça ne surprendra personne, Roger Stéphane, Pascal Piat, Albert Camus, Manes Sperber également, philosophe et militant antifasciste. C'est lui qui témoigne. Je me souviens fort bien qu'à l'époque, 6 mois après le triomphe des franquistes, le film exerçait une action plutôt consolatrice. Il apaisait notre douleur et, comme une tragédie épique, il nous réconciliait, nous autres spectateurs, avec l'impitoyable destin. Malraux s'abstient de retourner en Espagne dès que Franco installe sa dictature. En 1971, par exemple, il est sur un bateau de croisière qui fait escale à Cadix, et il refuse de descendre. Il se laisse photographier seul sur le pont, en train de lire Contre tout espoir, un livre écrit par la veuve du poète martyr du stalinisme Mandelstam. Pourtant, on ne peut pas dire que Malraux ait jamais de près ou de loin oublié l'Espagne. Il l'évoquera assez régulièrement dans les anti-mémoires qui sont parus en 67 et en janvier 76, c'est-à-dire très peu de temps avant sa mort. Il écrira à Jaime Mata, qui est en train d'organiser une association d'anciens aviateurs de cette Deuxième République. Il lui écrira pour lui demander de faire partie de cette association. Son cœur, si je puis dire, était toujours là-bas. Vous écoutez Radio Classique.